Sur les 112 députés qui se sont réunis pour élire ce président, 102 sont du parti de Faure. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que même cette minorité des députés de l'opposition ont participé à cette élection. Il ne fallait même pas. Il fallait les laisser faire leur sauce à leur manière. Donc voilà. Parce qu'en Afrique, pour qu'il y ait alternance démocratique, il faut vraiment attendre le retour de Jésus. Sur les filles qu'on peut mettre également dans l'équipe et qui vont nous aider à aller à atteindre l'objectif initial du 12 janvier 2026. Si d'ici là, Faure tombe, Dieu merci. S'il ne tombe pas, alors étole les merci souvent. Il faut qu'on se concentre. Il faut qu'on arrête de s'insulter. Il faut qu'on arrête de se faire la guerre entre nous-mêmes. Et pour qu'on se focalise sérieusement sur le travail qu'il y a à faire. Et merci beaucoup. Fogan et Dissé. Ma sonia resokpi, mbadou information les filles ma sokpi na mi so ma so moi. Minyabe le 22 janvier 1963, c'est-à-dire 10 jours, jour pour jour, Kéo attaqué, Niabe, président Sayo ou Sylvanus Olympia. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et Konrad Adenauer signaient le traité de l'Élysée, qui reprenait la coopération entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y avait la signature du traité de coopération, alors que cette coopération était, comment dire, en suspens depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il n'y avait plus de relations diplomatiques en tant que telles entre la France et l'Allemagne. Si on met entre les deux là, le fait que Sylvanus Olympio voulait, comment dire, gager la monnaie togolaise sur le Deutsche Mark et que la France a mis tout en œuvre pour que cette monnaie ne sorte pas, voici, on nous montre que 10 jours après l'assassinat de Sylvanus Olympio, ça a peut-être ouvert la voie à cette, je sais pas moi, cette coopération, cette signature qui a pu se faire 10 jours après. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que cette coopération, ils nous disent que c'est une coopération qui s'est faite après des rivalités séculaires entre les deux peuples. Bien sûr, bien sûr. Donc, et le blanc avec Doc Ebile ou Doc Ebile et donc, c'est colossal. Je vous dis que quand j'ai parlé un peu de la situation au sénateur, c'est-à-dire que j'ai oublié le titre de ce film. Ce monsieur-là qui est mis en colère après avoir découvert que les dieux l'ont menti. Il a commencé par pousser des griffes un peu partout sur son corps. C'est-à-dire la colère l'a amené à pousser des griffes sur son corps. J'ai vu le monsieur-là comme ça, le sénateur. Il était en colère, extrêmement en colère. Comme si il a rendu Fifi mon patron. Et il s'est calmé, il dit, we're gonna work on this. Et que lui, il s'est mobilisé déjà. Appelle que les pompois et toi, aller vérifier l'information pour s'assurer qu'il y a que les blancs et les vrais. Et ton oui, il y a vraiment des informations au niveau de la bibliothèque présidentielle John F. Kennedy et que la CIA aussi a déclassifié qu'il a vérifié, on est les rassurer de quoi, qu'on va vraiment travailler. Et donc, pour lui, il est dans une excitation extrême. Il se rend maintenant compte qu'il est vraiment togolais et qu'il a mis une mission à jouer pour le Togo. Donc, il y a beaucoup de ramifications un peu partout. En Afrique du Sud, il y a des ramifications en Angola, il y a des ramifications en Centrafrique, il y a des ramifications en Sierra Leone, il y a des ramifications au Burkina, il y a des ramifications en Côte d'Ivoire, il y a des ramifications au Bénin, il y a des ramifications dans d'autres pays de l'Asie. Donc imaginez, quand on lance un procès, vous allez voir le nombre de témoignages.
qui vont sortir de différents pays du monde. Eh bien, Jani, qui a un pour l'instant. Waouh. Eh les gars, on a du travail, hein. On est en train de mettre le doigt sur des choses hallucinantes là. Je vais juste vous lire le premier paragraphe hein, de cet accord là, de cette déclaration commune du général de Gaulle et du président Konrad Adenauer le 22 janvier. Voilà. Je vais juste vous lire les deux premiers paragraphes. À l'issue de la conférence qui s'est tenue à Paris les 21 et 22 janvier 1963 et à laquelle ont assisté du côté français le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées et le ministre de l'Éducation nationale, du côté allemand, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de la Famille et de la Jeunesse, convaincus que la réconciliation du peuple allemand et du peuple français mettant fin à une rivalité séculaire constitue un événement historique qui transforme profondément les relations entre les deux peuples. Ont donné leur accord à l'organisation et au principe de la coopération entre les deux États tels qu'ils sont repris dans le traité signé en date de ce jour. Fait à Paris le 22 janvier 1963 en double exemplaire en langue française et en langue allemande. Et je vous dis, le traité ne fait même pas une page. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été préparé de longue date. Ça fait à peine la moitié d'une page A4. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. Le premier paragraphe fait 4 lignes et les autres paragraphes font 2 lignes. Pour vous montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui a été fait. On a l'impression que ça a été fait au dernier moment. Ou bien, je sais pas moi, que d'habitude, les traités entre deux puissances comme ça, on a des gens, on a des équipes qui s'assoient, qui réfléchissent, qui ont des ateliers de travail durant des mois, des années pour négocier tous les aspects. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient, qui leur tombe, voilà, ils sont surpris par ça et puis ils se pressent pour signer un traité rapidement entre eux. Le traité est signé le 22 janvier et ça fait à peine une page. Et comme par hasard, c'est 10 jours après avoir liquidé le président togolais qui voulait indexer sa monnaie sur la monnaie allemande. Et la France qui était contre ça. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que le traité de la Communauté économique européenne, de la CEE, c'était en 1958, je pense, ou 1957. Et la CEE, la Communauté économique européenne, était en cours d'être, voilà, de se constituer déjà à l'époque. Donc, le fait que Sylvanus Olympio vienne comme ça dire « Moi, je veux sortir de la communauté française, la communauté africaine française, et me rattacher à l'Allemagne », c'était venir désorganiser toute la CEE à l'époque. La communauté européenne, économique européenne, la CEE, qui est devenue l'Union européenne aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait que six pays dedans. Dans la communauté économique européenne, il n'y avait que 6 pays à l'époque. Dont les 2 grands, c'était la France et l'Allemagne. Donc, vous voyez que, waouh, le fait que Sylvanus Olympio vienne dire, bon, moi, je veux me désolidariser de la France parce que, en se désolidarisant de la France, il sort aussi de la zone franc, sachant que la zone franc, c'est un peu comme le ballon de sécurité de la France à l'époque, puisque toute la zone franc était constituée de pays qui avaient d'énormes matières premières et qui soutenaient l'économie française. C'était en fait ça qui faisait le poids de l'Empire français à l'époque. Donc, quand le Togo quand le Togo dit « je vais sortir de cette zone franc », ça fragilisait la zone franc et donc, par ricochet, ça fragilisait le poids de la France dans la communauté économique européenne. Vous voyez? Et
ce même Togo qui veut sortir de la zone franc veut maintenant s'allier à l'Allemagne, qui était, il y a encore quelques années auparavant, l'ennemi de la France. C'est-à-dire les deux pays étaient en guerre. Hein. Jusqu'en 1945, les deux pays étaient encore en guerre. Et là, voilà que le Togo veut sortir de la zone franc pour s'allier à l'ancien ennemi de la France. Et je ne vous dis pas, mais quand Olympio a voulu créer sa monnaie et l'indexer sur le Deutschmark, certes, ça a créé des tensions entre le Togo et la France, mais ça a aussi créé des tensions au sein des 6 pays fondateurs de la communauté économique européenne. Ça a créé des tensions là aussi, puisque le Togo allait venir renforcer le poids de l'Allemagne au sein de cette communauté-là. Et là, comme par hasard, dès que Sylvanus est liquidé, 10 jours après, les deux anciens ennemis viennent conclure un accord de coopération. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Sur le plan géopolitique, je pense qu'il y a des choses à creuser. Moi, je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas qu'il faut, surtout ne vous arrêtez pas à moi, mon analyse, ma conclusion. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser dans ce sens-là. Le frère Edicet tout à l'heure a dit qu'il y avait 4 puissances qui sont susceptibles d'être complices de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas irrationnel. Ce n'est pas faux. Ce n'est peut-être pas complètement faux. La France, c'est sûr, la France est commanditaire, de ce crime-là. Les États-Unis, c'est sûr, puisque le gars s'est caché dans l'ambassade des États-Unis, mais d'une manière ou d'une autre, il a quand même été tué. Ensuite, l'Allemagne, qui était aussi une puissance présente dans la zone à l'époque, ne pouvait pas, en tout cas qui était sollicité par Sylvanus Olympio pour la création de sa monnaie, ne pouvait pas ne pas être au courant de ce qui se passe. Donc ça fait déjà 3 grandes puissances, les États-Unis, la France et l'Allemagne. Maintenant l'Angleterre, mais ça après, je ne sais pas le rôle de l'Angleterre, je ne sais pas très bien comment définir ce rôle-là, mais en tout cas, il y a la responsabilité de 3 grandes puissances qui peuvent être retenues, en tout cas dans ce qui se passe là. En tout cas, ils avaient des intérêts. Ils avaient des intérêts à ce que Sylvanus Olympio ne respire plus, quoi. Donc, il y a des choses à creuser dans ce sens-là. Je vous invite, chers auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, de vraiment approfondir cette analyse. Il y a des choses à creuser. Ok, on va enchaîner. Hein. S'il y a des gens qui veulent rebondir sur ça, ensuite on va enchaîner sur le prochain sujet. Monsieur Défait, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Oui, on va te laisser la parole rapidement. Ensuite, Jeune Junior, ensuite Kalia, ensuite Niedji. Et on enchaîne sur le deuxième sujet. Ok, alors merci beaucoup. Et je vous remercie énormément. Surtout l'équipe qui ouvre ce panel. Et je remercie Edicet qui vient de passer. Et puis tous ceux qui sont sur le panel. Et moi, je voudrais revenir sur l'intervention de Niedji, c'est ça, qui avait brossé au début. Niedji, oui. Niedji, ok. Donc, qui avait abordé sur la spiritualité de notre cas, le Togo. Parce que moi, je voudrais rebondir sur ça en proposant une solution. Parce que, étant donné, parce que rien n'est, pour le moment, on peut dire qu'on n'a pas vraiment encore trouvé la solution du Togo, mais je pense aussi que la solution est à notre portée. Et puis, de temps en temps, on essaie d'effleurer et puis on va des fois trop loin. Et quand j'ai eu un peu le temps d'écouter ce compatriote, et je pense que la situation du Togo, est-ce qu'il ne serait pas possible? Parce que moi, j'ai commencé par réfléchir de cela depuis 2010. Parce que notre situation est bloquée et j'ai pensé de la même manière sur le plan spirituel. Et j'ai toujours médité sur ça,
même depuis 2017 aussi, j'ai aussi réfléchi avec certains collègues dans le pays où je me trouve et je suis arrivé à la solution suivante. Est-ce qu'il ne sera pas possible? Et puis la dernière fois, il y a aussi M. Haïté qui nous a donné toutes les pistes de comment le régime là fonctionne sur le plan spirituel. Moi, je pense que même dans les livres saints que nous utilisons, que ce soit la Bible ou le Coran, les cérémonies ne sont pas interdites. Et pour casser tout, maintenant on a su comment le régime fonctionne. Pour casser tout, est-ce que ce serait pas possible que le peuple togolais organise c'est pas une prière, mais une cérémonie de la même forme que ceux-là ont fait pour nous piétiner jusqu'à présent, pour essayer de casser tout. Parce que tout ce qu'on dit, partout, tout ce qu'on entreprend, il y a toujours des blocus devant. Donc je pense que c'est cette cérémonie-là qu'ils ont fait sur le peuple togolais qui fait qu'à chaque fois, on n'arrive pas. Donc pour casser tout, est-ce que ce ne serait pas possible d'initier une cérémonie publique, vous voyez, publique, parce que d'après Haïti, ce qu'ils font, il a tout détaillé, je ne vais pas revenir dessus. Nous, on a su cela, on le fait la même chose, pour essayer de casser, vous voyez, et là, je pense qu'on aura au moins fait quelque chose, parce qu'à chaque fois, on dit, et puis on ne le fait pas, on a trouvé une piste, donc, moi, à mon avis, parce que ça fait depuis 2010 que j'ai commencé par réfléchir de cela, j'ai parlé à certaines personnes, ils ne m'ont pas contredit, mais je vois que les gens interviennent dessus, mais on n'a rien fait. Donc, si on peut organiser, si c'est possible, qu'on fasse une cérémonie publique, et publique, s'il faut immoler les choses, on le fait, publiquement. Et je pense que par là, on peut essayer de casser les codes pour que ce qu'on entame, pour qu'on puisse réussir. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, parce que le collègue, il a longuement parlé de ça. C'est pas rien. Et quand M. Tiki s'est levé, vous voyez qu'il s'est appuyé sur les ondes spirituelles. Et ça a failli marcher. Et qu'est-ce que le régime a fait? Ils ont contre-attaqué sur ce plan-là. Vous voyez comment ils ont sali? Bon, je ne vais pas revenir dessus trop longuement. Les gens ont compris, ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, moi, il faut qu'on ait une solution. S'il faut qu'on le fasse, qu'on essaie de sensibiliser ceux qu'on peut sensibiliser sur le pays qui ont le poids, qu'on fasse au moins cette cérémonie grandiose et publique. Je pense qu'on peut avoir une petite issue de sortie pour qu'on n'aille toujours pas des difficultés quand on entreprend les choses. Voilà la proposition que moi j'aimerais. Mais j'ai réfléchi toujours à cela. Et j'ai dit à un ami ici, 2-3 personnes, ils ont été d'accord, mais je les ai aussi montré une piste selon laquelle je pense que c'est là la solution. Donc voilà ce que je propose, et puis je pense que ça peut nous ouvrir les portes. Il faut qu'on aille dans ce sens-là, qu'on le fasse publiquement, comme ça on peut casser les codes. Voilà ce que j'ai à proposer. Sinon, merci beaucoup de nous donner les détails. Merci Diffé. Mais est-ce que ce genre de... Oui, libéré, vas-y. Voilà. Et de mon côté, je vais un peu rebondir sur ce qu'il a dit concernant les cérémonies. Au fait, moi j'étais chrétien avant de... Actuellement, je suis converti. Moi, je suis converti depuis presque 8 ans maintenant. Mais j'étais chrétien quand même. Et concernant, sur son côté, affaire de cérémonie, vous savez, en islam, dans le Coran, Dieu dit... par rapport à ces esprits, nous, on appelle les esprits, en arabe, c'est les djinns, tout ce que nous appelons chez nos traditions, Sakbater, tout ça là, tous les esprits qu'on connaît là. Nous, en arabe, on les appelle les djinns, parce que Dieu dit, Wama khalaqala insa wala indi illa liya'budun. Dieu dit, il a créé les hommes et les esprits que pour l'adorer. Bon, en matière de sacrifice, vous savez, au niveau spirituel, chaque esprit a des degrés, vous comprenez? Si vous lancez, si vous vous sentez être attaqué par un phénomène de spiritualité et que vous vous lancez dans une
processus de cérémonie, quoi, là. Les djinns, là, chez nous, le Coran nous dit que les djinns, les esprits, ils ont entre eux, ils sont complices, quoi. Ils sont complices entre eux. Genre, on a ciblé de que, ameke, on a sacrifice sous bois, ameke, on a sacrifice na sous bois, et je donne, vous comprenez? Donc, sur ce sens-là, moi, bon, en tant que musulman, je ne vois pas que c'est une solution parce que un mec qui sort coco au vosa, un mec qui sort ekbol au vosa, au milieu décor. Un mec qui sort engi, sort le vosa, un mec qui sort et sort quitter le vosa au milieu décor. Un mec qui sort et sort quitter les casses sur le vosa, un mec qui sort et sort quitter à mes gros sur le vosa au milieu décor. Vous comprenez? Donc, ce sens-là, mais côté cérémonie, par contre, ma découverte, il va y côté on. Et c'est mais ce que j'aimerais proposer, mais ça est recommandé. Surtout moi, j'appelle la jeunesse. À beaucoup, la jeunesse en est prendre conscience, quoi. Parce que M. Ferdinand a été l'AFB, mais et pour me couro, son couro avec il y a des moments où on sacrifice de les et Toreto, il y en a à Hoyo. Mais ça va produire à Haré, qui va évanouir à Hoyo, voilà. Donc, sur ce volet, il y a un verset dans la Bible, Proverbe 31, dans lequel il est dit, si vous voulez, voilà, ma dit verset, Proverbe 31, verset 6, ça dit quoi? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. En lisant ce verset, moi j'ai compris que quelque part, c'est dans ce sens-là que le phénomène à Oyola a été initié et qu'on a servi beaucoup d'années à la population et la nuit. Et on voit qu'aujourd'hui encore, avec le président Faure, il a toujours fait promotion de la bière. Pour la preuve, la bouteille qui a été déposée au niveau de rond-point Gbalépédo là. Donc, pour ce verset, eux, ils sont prêts à endormir la population, surtout avec l'alcool, avec la distraction, avec la promotion de la liqueur et du vin, tout ça là. Genre, on va organiser une fête de bière, dans genou, avec des bouches, tout ça là. Donc, à Boutaman, il y a pas de nous a fait de la bière à Boutassan, à part que état mes genoux non là. Donc, tout ça, je vois que quelque part, elle est détruite dans la jeunesse, qui est une jeunesse à Fifia, on va télé effort de réflexion dans la situation politique, on va seul s'inquiéter dans la situation politique que du Kembele avait situation politique. Bon, et nous, au milieu, mais nous, bon, milieu, mais bon, nous, il y a un peu de qui a la population. Bon, nous, on est activité, mais on va se retenir souvent. Il y a un message qui est passé souvent, bien genre, on a pas de niam si la vigne, et nous, Proverbe 31 €, écran dit. Oui, donc, oui, part, effectivement. Voilà. Quelque part, c'est pour passer un message à mes frères pour aller les faire partir là-bas pour aller lire. Comprends? Il y a tout dans ce verset. Exactement. Si vous vous livrez, si vous vous livrez à la débauche et à l'alcool, votre état d'esprit, ça diminue. Donc, c'est un peu difficile. Donc, toi, tu veux nous dire, voilà. Ok, pardon, vas-y. Ouais, c'est un peu difficile à une jeunesse à qui on a permis la débauche et à l'alcool de se réveiller spirituellement. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, si moi je veux synthétiser un peu ta pensée, c'est que déjà,
ne nous lançons pas dans l'histoire de cérémonies publiques puisque ils ont plus de moyens que nous pour organiser ces cérémonies. Ouais. Et comme ils ont plus de moyens, leur volonté est plus susceptible d'être réalisée puisque les djinns, comme tu le dis, répondent à ceux qui ont le plus de moyens, à ceux qui ont le plus de gros sacrifices, quoi. C'est ça, et que nous, si on n'a pas de si gros sacrifices, il vaut mieux pas qu'on se lance dans cette compétition-là, puisqu'ils ont plus de moyens que nous. D'accord. Et que le plus important, c'est surtout d'appeler la jeunesse à se conscientiser. Et pour se conscientiser, il faut commencer par arrêter la débauche, les conduites de débauche, l'alcool et la drogue et tout ce que tu n'as pas cité, mais toutes ces choses-là, il faut qu'on arrête tout ça et que les jeunes se concentrent sur la lecture, quoi, et la connaissance. Je suis vraiment, écoute, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette idée que tu viens de semer dans nos esprits. J'espère que les jeunes l'ont compris. Je vois aussi souvent ton travail. Je rappelle que régulièrement, tu retransmets les lives de Ferdinand Haïté sur ton panel. Souvent, c'est le matin, très tôt. Tu le fais à partir de 3 heures du matin et que c'est très important parce que j'invite tout le monde à aller s'abonner à ta page et à pouvoir suivre en redifféré tous les lives de Ferdinand, mais également nos lives, puisque j'ai vu que tu nous as fait l'honneur de retransmettre également tes lives. Donc tu les retransmets de façon vraiment très originale avec des hologrammes et tout qui font que les gens ont l'impression de vivre le live dans les conditions du direct. Voilà. Donc, moi, je les invite. Voilà un jeune conscient qui fait vraiment sa part, quoi. Et qui est vraiment... écoutez, moi, je te félicite. Merci d'avoir pour ton intervention, pour ta contribution. Merci. Et puis, écoutez, les gars, arrêtons la débauche, quoi. Arrêtons l'alcool, arrêtons la drogue. Il y a mieux à faire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ça me fait vraiment piquer. Quand je te promène à Lomé maintenant, tu vois des jeunes assis devant leur portail dans tous les quartiers. C'est les bouteilles de chicha à côté. Ils ont le château de France à la main. Tout ça là. Bon, quand tu veux leur parler, ils te considèrent comme toi, tu n'es pas civilisé, donc tu n'es pas à la mode, tout ça là. Donc moi, voilà. Pas dire. Il faut arrêter ça, nos petits frères. Il faut arrêter ça. Ça, c'est de la débauche. Ça, c'est des choses qui tuent votre esprit. C'est des choses qui tuent votre âme. Donc, s'il vous plaît, lisez plutôt, cultivez-vous, essayez de changer votre environnement. Oui, tu fais. Tu veux? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Merci pour le collègue libéré le Togo. C'est vrai que ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais quand je parlais des cérémonies, je pense qu'il faut aussi, il est musulman, il faut qu'il lise le chapitre 2. Le chapitre 2 du Coran, verset 67 à 73 ou quelque chose comme ça, il va comprendre aussi que faire les cérémonies dont j'ai dit, ce n'est pas anodin. Il faut qu'il lise là-bas, chapitre 2, c'est le chapitre le plus long dans le Coran. Il compte 286 versets. Et puis, il n'a qu'à lire à partir de 67, je crois bien, 67 à 70, 73. Il va comprendre aussi que même au temps où les enfants d'Israël avaient des difficultés, Dieu les avait ordonnés par l'intermédiaire de Moïse pour qu'ils fassent cérémonie, pour démasquer ceux qui tuent. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Donc, et je le mets sur cette piste-là aussi, Nakali, pour comprendre. C'est vrai que ce qu'il dit aussi, ça fait partie. Donc, quand je parle de cérémonie, pour casser certaines choses, ce n'est pas... Quand c'est public, même si c'est une poule, ça marche. Je vous remercie. D'accord, merci. Ouais. Ok, merci, Libéré. On va revenir dessus une autre fois. Je redonne la parole à Jeanne Junior, si tu veux. Voilà, c'est pour conclure sur le sujet de la France-Afrique, parce qu'ensuite on va passer sur un autre sujet rapidement et on va clôturer un peu plus tôt aujourd'hui.
Oui, je suis sorti un peu de bruit chez moi, mais bon, je sais pas, vous m'entendez quand même. J'espère d'être un peu lucide, j'ai un truc à faire. Ok. Non, mais dire que le côté spirituel de cette lutte, on est tous d'accord là-dessus. Et Dissé, pardon, nous avait aussi raconté quelques histoires, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce que moi j'aime dire dans ce cas, c'est que chacun essaie effectivement de faire sa part, même si vous êtes 2-3, priez pour le Togo. Agbeyome aussi l'a dit à l'époque, en 2005, après le décès du président Yadema, même en 2010, qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et Agbeyome, même quand on voulait réclamer la victoire de Jean-Pierre Fabre à l'époque, ou même de leur coalition de 2010, ils nous disaient allez-y et faisons des retraites au flambeau, que chacun amène une bougie et que les prières se fassent au siège de l'UFC quartier Lomnava à l'époque. Donc je me rappelais que on attendait les nouvelles chaque fois. Ces retraites au flambeau et ces prières organisées à Broad-Arôme et autres ont été dispersées. Ils ont un problème quand même avec la spiritualité, que ça soit chrétienne, musulman ou encore praticien, la tradition. Ils ont en tout cas un problème. Donc effectivement, que le frère dit que celui qui a plus de moyens, ça passe, et celui qui n'a pas, il a tout à fait raison. Entre Cain et Abel, celui qui donne l'animal et celui qui donne le truc du champ, je pense que c'est l'animal qui a été privilégié, et puis vice-versa. Il y a plein d'exemples comme ça à donner. Donc sur ça, je pense que chacun fait sa part. Même si vous êtes 2-3 prières, je pense qu'il y a Kodio qui a dit verser juste de l'eau par terre, parler. Dieu sait aussi entendre ou écouter la prière des pauvres. Donc côté spirituel, franchement, c'est un problème vrai. Chacun doit faire sa part. Même une petite prière le matin à l'église, et puis voilà. Et ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à commander les messes catholiques, les messes protestantes, et ceux qui peuvent dans les villages le vendredi, quand vous immolez votre poule, dites quelque chose au nom du Togo, que chacun s'y mette. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impératif. Maintenant, revenir sur le truc là dont tu parlais, revenir sur la France-Afrique et donc la mort de Sylvanus Olympio. On sait que la France, partout, il sait que ses intérêts sont menacés. Ils sont farouches, hein. Ils sont farouches. Donc nous ne serons même pas surpris. Tu as cité 3 pays et puis le 4e pays, l'Angleterre, en disant que... Question, Junior, question. Dis-moi. Quel est l'intérêt de la France et le Togo qui était menacé? C'est quoi son intérêt? Non, mais on ramenait tout au CFA. Quand nous, aujourd'hui, la monnaie togolaise, en tout cas, nous, à l'époque, on était endettés, hein, mais à l'époque aussi, avant d'être endettés, on était une colonie modèle. Donc, si Olympio a su très, très rapidement remonter la pente de l'économie togolaise, ils savent que en perdant ce petit joyau qui va sortir de sa main, donc on sait que la France, son intérêt dans l'histoire du Togo, déjà, ils ne voulaient même pas donner l'indépendance en aucun pays. Mais pour le Togo, typiquement, c'est qu'il y a un intérêt, en tout cas financier, pour la France. Donc, partout, son intérêt est menacé. Même aujourd'hui, cette histoire de dépôt dans les banques, ça continue. En tout cas, toute nation qui veut aujourd'hui récupérer sa part, ou en tout cas avoir quelque chose en retour, il le traite directement de trucs là. Et c'est pas la France seule, hein. Ça, on parle aujourd'hui de la France, mais les États-Unis ont commencé ça via, je me permets de parler ici, mais via les vidéos qu'on s'est distribuées en inbox, Monsieur Ditry, vous allez voir que automatiquement le Ghana qui commence à rapatrier son or, les États-Unis disent que le Ghana est un pays qu'il ne faut pas fréquenter. Donc, au vu de tout ça, ne seront pas surpris que l'Angleterre, dont tout à l'heure tu faisais une belle analyse et tu disais que tu sais pas quel est son rôle, quel peut être son rôle. Moi, je te dis que sont pas étonnés si on se dit qu'ils se sont concertés tous, ou en tout cas que l'Angleterre soit, si procès il y a un jour, que l'Angleterre soit condamnée pour complicité ou non-dénonciation. Peut-être entre eux, à l'époque, ils avaient des services secrets en Afrique. Les informations circulaient entre eux. Ils se permettaient même d'intercéder leurs télégrammes. C'est ce que je dis. Ils se permettaient de faire la guerre de l'information à l'époque où nous étions en décolonisation et nous allons vers l'indépendance. Donc il se peut qu'ils soient au courant. Et dans beaucoup de choses orchestrées en Afrique, l'Angleterre était au courant, certains pays étaient au courant via leurs branches qu'ils ont déployées dans des pays, mais ils le disent, ils se taisent. Comme notre ministre du président Olympio a su et s'est tu. Donc il se peut que l'Angleterre ait aussi des informations précises, concises, claires, même l'heure, et qu'une dépêche n'a pas été envoyée à un pays aussi souverain qu'on est à l'époque, le Togo,
pour nous dire que quelque chose se tramait contre nous et contre la personne du président Olympio. Donc c'est tout ça pour dire que la France-Afrique, c'est le mal de ce qui gangrène la non... En tout cas, c'est le mal qui gangrène l'Afrique. Et donc, nous devons comprendre que quand l'histoire du Togo sera mise à nu, mise au jour, les choses ont changé dans les pays francophones en Afrique. Hein. Il y aura certains qui auront encore plus mal que ce qu'ils aient aujourd'hui. Parce que la réalité vont sortir. Il y aura plein de gens qui seront au courant de ce que la France a fait à Olympio. Donc n'oubliez pas, Olympio est considéré comme un panafricaniste au vu de plusieurs pays africains, pays francophones africains. Donc nous ne serons pas étonnés que ça va faire bouger les choses. Et pour terminer, lancer un appel au peuple dans ce sens que nul ne viendra le faire à notre place, que ce soit la communauté, la communauté internationale, la CEDEAO et autres, non. Aujourd'hui sur le continent, c'est un peu chaud, un peu confus partout. Et la CEDEAO, c'est entre eux. Hein. Vous voyez le Burkina, je le prends toujours en exemple. Vous voyez ce qui est en train de se préparer là-bas. Et que le Ghana a permis aussi à Guillaume Soro de de rentrer jusqu'au Ghana, alors que Guillaume Soro était interdit du Ghana. Donc la sous-région est un peu confuse aujourd'hui et que la CEDEAO, personne ne viendra faire pour nous. Donc qu'ils aient envoyé des émissaires ou pas, et effectivement, fort est décrié, mais le reste du problème, et je vais m'arrêter là, s'il vous plaît, peuple togolais, reste notre affaire togolo-togolaise et que nous devrons aller jusqu'au bout. Merci Ditri, sur le sujet France-Afrique. Merci beaucoup, Jeanne Junior. Monsieur Kalia, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci pour ce live qui est consacré à la France-Afrique et où on a pu débattre de long en large sur l'assassinat d'Olympio notamment. Moi, j'aimerais terminer en faisant une recommandation par rapport à, toujours au sujet de la France-Afrique, à un livre qui est paru l'année passée. Je crois que vous l'avez partagé sur Telegram aussi, L'Empire qui ne voulait pas mourir. C'est un livre de 1200 pages qui vraiment donne la vision globale de ce qu'est réellement la France-Afrique. Il documente des origines jusqu'à aujourd'hui les différentes transformations, parce que c'est un hydre qui n'arrête pas de se transformer. Et dans ce livre, justement, il y a pas mal aussi de récits qui concernent le Togo et qui expliquent en fait pourquoi est-ce que ce système n'arrête pas de se régénérer. On a parlé aussi beaucoup du fait que Olympio a été assassiné de par sa volonté de sortir du franc CFA en se rapprochant de l'Allemagne. C'était pas le seul rapprochement de l'Allemagne. L'histoire entre Olympio et l'Allemagne a commencé bien plus tôt. Déjà au moment de la formation du CUT, il y avait déjà des cercles d'amitié franco-allemands qui ont fédéré les premiers intellectuels togolais, qui ont abouti à la création du CUT. Et pour finir, il y a eu un point qui a extrêmement mécontenté Paris à l'époque, c'est que Olympio ait obtenu le financement du port autonome de Lomé, du lancement du port autonome de Lomé, par un prêt obtenu auprès de l'Allemagne plutôt que de la France, qui ne voulait pas de ce projet et qui voulait privilégier Cotonou à la place. Donc, il faut comprendre que dans ce contexte de décolonisation et de création notamment du bloc des nations européennes autour de la CECA, puis de la CEE. La décolonisation a été un point extrêmement sensible pour la France. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a voulu, mais c'est quelque chose auquel elle a été aussi contrainte, parce que le poids démographique des colonies devenait important. Or, dans la communauté française, on avait donné aux colonies la possibilité d'intégrer en fait un bloc français où ces Africains avaient aussi la nationalité française. Donc, dans le cadre de l'instauration de la 5e République en France, en 58, il s'est aussi posé la question de, s'ils sont français, ils devraient avoir le droit de vote. Donc, s'ils sont plus nombreux que nous en France républicaine, en France métropolitaine, il va y avoir un problème. Et donc, c'est à partir de ce moment que la réflexion s'est mise en place
pour aller vers la décolonisation de tout l'Empire français. Mais le Togo était déjà en avance sur cette démarche et la France ne le voyait pas d'un bon œil parce que si le bloc constitué par le Togo sautait, c'était aussi donner la possibilité aux autres États qui voulaient plutôt une indépendance toute relative dans le cadre d'une communauté avec la France, faire quelque chose de plus light que l'indépendance que demandait Olympio. Donc c'est important d'inscrire aussi l'assassinat d'Olympio dans ce contexte où le Togo était le premier verrou qu'il ne fallait pas qu'il saute. Si ce verrou sautait, c'était toute l'architecture avec le franc CFA derrière, parce que le franc CFA, ce n'est pas qu'une question de monnaie, c'est aussi une question de commerce. Avoir un change fixe avec les anciennes colonies assurait à la France de pouvoir s'approvisionner à moindre coût, et c'était la clé pour que la France d'après-guerre continue à peser dans les discussions au niveau européen. Ce que la France apportait dans le panier de la mariée, c'était tout, en fait, les ressources de ces anciennes colonies qu'elle pouvait emmener à faible coût. Donc, le café dont les Européens sont friands, le chocolat dont ils sont friands, le pétrole qui a été découvert notamment au Congo et au Gabon dans cette période-là et qui était plus que nécessaire dans un contexte de décolonisation où la France allait perdre l'Algérie. D'autres ressources aussi qui ont été nécessaires, notamment, comment ça s'appelle cette matière-là, l'uranium qui a été découvert au Gabon et qui était important pour la France pour développer son programme nucléaire. C'était tous ces éléments qui ont à ce moment précis concouru à l'assassinat d'Olympio, qui voulait lui un panafricanisme différent certes de celui de Nkrumah, qui était plus ancré dans les réalités économiques, et c'était encore plus dangereux parce que les Européens savaient que l'approche de Nkrumah à l'époque, bien qu'idéaliste, n'était pas réaliste dans les faits parce que les Africains sortant de 100 ans de colonisation seraient bien trop divisés pour le réaliser. Mais à partir du moment où tu commences à demander à un Togolais de commercer avec un Ghanéen, avec un Nigérian, je pense que le langage de l'argent, ça, on est tous capables de le comprendre. C'est pour ça que l'approche d'Olympio était nettement plus dangereuse pour la France que l'approche de Nkrumah, qui n'a pas suscité plus de réactions que cela de la France. Donc il faut vraiment, si vous avez la possibilité, lire ce livre-là, parce qu'il explique comment la France-Afrique s'est transformée au fil des années, après l'époque Foccart, comment est-ce qu'on a mis en place la coopération jusqu'à finir par l'Agence française de développement aujourd'hui, qui utilise les mêmes mécanismes pour continuer à endetter les États africains sans pour autant se traduire par des investissements productifs qui leur permettraient de sortir de leur sous-développement et de leur pauvreté. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kalia, et on va prendre en compte ton conseil. Vraiment, merci pour ce conseil. Effectivement, ce livre, on l'a déjà partagé dans le canal Telegram, mais il faudrait qu'on revienne dessus et qu'on relise ensemble les passages sur le Togo. Et oui, je pense qu'il y a vraiment besoin de le faire. Ce livre fait plus de 1000 pages. Donc, je nous invite tous à aller consulter ce livre et se pencher dessus. Sûrement que nous allons apprendre des choses encore plus intéressantes dedans. Mais en tout cas, merci d'avoir bien resitué le contexte. C'est très important. Franchement, je pense que nous avons des panels de plus en plus de meilleure qualité. C'est réconfortant. Monsieur Nyedji, à toi la parole. Et ensuite, on va passer la parole à Monsieur Pyramide, notre grand frère. Nyedji, tu es là. Oui, encore une fois, merci beaucoup, grand frère, pour cette opportunité. Je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui ont eu à participer à ce panel. C'est toujours enrichissant. Et surtout, les détails du grand frère Edissé. C'est vraiment émouvant. Tout ce que j'ai eu appris encore aujourd'hui, c'est vraiment bien. Mais comme je vous l'avais dit auparavant, c'est très important qu'on puisse avoir des hommes spirituels assez mûrs qui puissent vraiment nous parler du Togo, de comment s'organiser pour défaire cette
cette chaîne-là pour la libération du peuple togolais. C'est très important parce que l'aspect spirituel, le monde est spirituel. Il n'y a rien qui se fait sur le plan physique qui n'a pas été fait sur le plan spirituel. Ça se passe d'abord de l'autre côté avant que ça se matérialise sur le plan physique. Donc, si nous voulons vraiment une libération du Togo, il faut d'abord une libération spirituelle avant que ça se manifeste sur le plan physique. Il y a un de nos frères également qui a eu à parler pour dire que ce n'est pas aussi important que ça. Mais je crois bien qu'il est musulman et je pense que chaque jour, quand il se réveille, il fait les 5 prières en tant que musulman. Ça, c'est aussi leur sacrifice à eux. Donc, je pense qu'il peut déjà, à partir de là, commencer à prier également pour le Togo. Parce que le plus important des sacrifices pour un être humain, c'est ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas ce que tu tues, ce n'est pas ce que tu immoles pour un esprit ou un autre, mais le plus grand sacrifice pour un être humain, c'est ce qui sort de ta bouche. Donc, nous, en tant que Togolais, pour terminer, ce que je vais dire à tous les Togolais, c'est que quand on se lève chaque matin, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta position géographique, quand tu t'agenouilles pour prier, ce que tu pries, déclare que le Togo appartient à Dieu, quoi. Le Togo n'appartient pas à une famille, le Togo n'appartient pas à une entité, le Togo appartient à Dieu. Et je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter si on revient pour redonner le Togo à Dieu. Donc, je vais finir par rapport à cela. Merci beaucoup, grand frère. Et je continue à suivre le live. Merci. Waouh! Et les gars, vous êtes puissants aujourd'hui. Hein? Vous me donnez les frissons, là, les gars. Merci, Nyedji. Waouh! Ah! Il a dit quoi? Okay. Oh, toi, là, tu es en retard. Tu vas comprendre plus tard. Oula! Ok. Et grand frère, Pyramide, où sont? Et bien, les beaux. Grand frère Pyramide, où sont? Yo, merci beaucoup. Merci à tous les compatriotes qui sont sur le panel. Je trouve absolument saisissant le niveau du débat. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a intéressé à monter. Je remercie mon frère ami Titri pour créer ce cadre-là de débat enlevé, intellectuel, mais en même temps d'une certaine profondeur qui prend ses distances vis-à-vis de tout ce qu'on attend généralement sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie pour ça. J'ai pris le débat au vol là, mais je vais peut-être dire quelque chose. D'abord, par rapport à ce que vient de dire mon camarade tout à l'heure sur l'esprit, les choses d'abord se passent dans l'esprit avant de se matérialiser. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais tout en attirant son attention que c'est aussi un débat. C'est aussi un débat. Est-ce que c'est l'esprit qui détermine la matière? Donc, c'est la position, en tout cas, développée par le philosophe Hegel, ou encore c'est la matière qui détermine l'esprit. Donc, c'est le renversement dialectique de Karl Marx. Mais bon, on va pas faire ce débat-là aujourd'hui. Je comprends ce qu'il veut dire au niveau spirituel, que nous devons également prier pour le Togo. Et ça, je le partage absolument. Mais sur le plan philosophique, c'est tout un débat qui a des visions différentes. Alors, pour revenir sur la thèse ou la thématique que vous développez sur la France-Afrique, je suis vraiment très content que vous en débattiez. Parce que sur le plan panafricain, je suis consultant auprès de For You Media, une chaîne panafricaine. C'est le panafricanisme, le débat de toutes les émissions. Et souvent, le Togo est un angle mort. Alors, quand on voit les jeunes Togolais débattre aujourd'hui et en faire vraiment un sujet de discussion, ça me conforte, ça me réjouit énormément. Parce que le débat panafricain qui complètement occulte le Togo, c'est passé à côté de la plaque. Et le Togo est au cœur de cette France-Afrique. Il en est le prototype, il en est le monstre, et nous continuons 65 ans plus tard à continuer par subir
n'est-ce pas, toute l'architecture mise en place par la France-Afrique. Donc, parler du panafricanisme et ne pas mettre le Togo au centre ou le Sylvanus Olympio au centre, c'est complètement tomber un peu dans la noirceur que le régime de Yadema a voulu mettre en place en effaçant, en gommant dans l'imaginaire collectif, dans la mémoire, n'est-ce pas, collective Olympio. Et ce débat nous rattrape aujourd'hui à travers l'AES, les questions de souveraineté, les questions de rupture par rapport à la France-Afrique, aux accords léonins, etc. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel, et je remercie tous ceux qui ont proposé même des ouvrages pour éclairer les uns les autres sur ce sujet. Alors, ce que je veux dire très rapidement, c'est que fondamentalement, la question se pose en termes de prédation et de violence. D'abord, toute la stratégie conçue par les Européens, c'est une stratégie de violence. C'est ça qui s'est... et derrière cette stratégie de violence, il y a la question économique, la question des ressources. Le fait que l'Europe est confrontée à un moment donné face à une population grandissante au manque de ressources les a amenés à mettre en place tout un dispositif de prédation et de violence vers l'Afrique, vers l'Amérique. Et ça qui s'est concrétisé sous forme d'esclavage qui a duré 400 ans. Et derrière l'esclavage, c'est l'économie. C'est-à-dire, on vient prendre des gens, la main-d'œuvre gratuite, convenable, à merci. On les fait travailler pour pouvoir produire des choses pour l'Europe et pour l'enrichissement des États-Unis et de l'Europe. Donc, il y a cette question économique fondamentale. Ensuite, il y a la question du racisme. Derrière la France-Afrique, c'est le racisme, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas considérer les Africains comme des êtres humains au même titre. Et donc, on conçoit des projets immondes pour les maintenir dans la souffrance, dans la pauvreté. On n'estime pas qu'ils doivent avoir les mêmes niveaux de vie, même niveau de qualité que nous. Eux, on va aller chercher leurs ressources, on va les maintenir dans des formes d'enchaînement mental, spirituel, économique, politique, et pour pouvoir disposer de ces ressources-là fondamentalement. Et donc, il y a la question du racisme, en tout cas de l'hierarchisation des races. Et les Français ou les Européens globalement, que ce soit les Espagnols, les Anglais, les Français, sont de ce point de vue très racistes dans la conception de tout leur système, que ce soit les systèmes de violence politique, économique et également culturelle. Il faut aussi noter que derrière la France-Afrique, la question historique ne peut pas être évacuée, puisque c'est quand la France a été laminée par la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire cette France-là, et donc De Gaulle, qui a d'abord, c'est les Africains, les premières troupes sont parties du Congo-Brazzaville pour aller libérer la France. La première terre libérée de la France, c'est le Congo-Brazzaville. Alors c'est pour dire que la France est dépendante de cette Afrique-là. Et après la guerre, il fallait donc s'assurer qu'on crée un système, et c'est De Gaulle qui l'a mis en place avec Foccart, un système qui permet d'avoir accès aux ressources. Bon, les camarades l'ont déjà dit, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Et c'est ce système qui a amené tout un accord léonin, des ressources jusqu'à la langue, à l'éducation, au système politique, à l'imposition des dirigeants. Et pourquoi le Togo est très important? Parce que les nationalistes togolais se sont très vite opposés à cela. Et le fait que les nationalistes togolais se sont opposés et ont amené l'ONU à faire les élections de 58, ça a inspiré Sékou Touré. C'est après que les Guinéens aussi se sont révoltés contre l'union française que proposait De Gaulle aux colonies pour mieux s'accaparer des richesses. Et ça a fait en sorte que la France a arrêté, dans le cadre de la décolonisation, la France a arrêté tous les référendums. Partout, vous allez voir que après le Togo, après les élections de 58, après Sékou Touré, il n'y a plus eu référendum dans aucune colonie française. Ça a été arrêté.
Les Camerounais qui ont la même histoire que nous ont voulu également amener l'ONU à faire le même référendum. Les Français ont refusé, ils ont créé la guerre au Cameroun. Et après, ils ont distribué les indépendances entre, je dirais, juin et septembre, pratiquement à tout le monde. Alors, ils ont anticipé les mouvements d'indépendance pour dire, bon, on va choisir nous-mêmes des préfets, on va leur faire asseoir, ils vont devenir présidents et on va les faire signer les accords léonins. C'est ce qui s'est passé, ils ont distribué les indépendances et donc ça a créé ce système, cette architecture où si tu n'obéis pas, ben on te tue et on t'enlève de la tête du pays. Alors Olympio, la question s'est posée en 58, juste après le vote. La France a voulu casser, exactement faire ce qu'il a fait en Guinée. Alors Olympio est parti rencontrer De Gaulle et a négocié pour dire ok, ne cassez pas. De Gaulle a dit ben dans ce cas vous nous payez la dette coloniale estimée à 800 millions en 58. Olympio a demandé donc qu'on lui donne 2 ans et Excusez-moi, grand frère. On a donc un chiffre précis de cette dette-là en 1958. Oui, 800 millions. 800 millions, d'accord. Je vous enverrai même la vidéo d'un historien qui a donné les chiffres. Alors, Olympio a payé, et quand Olympio a mis 2 ans pour payer aussi, pour préparer les indépendances et tout ça, et donc Olympio n'estimait plus, voulait assumer l'indépendance puisque la dette a été payée. Cette dette qui ne se justifie pas à outre mesure puisque c'est la SDN qui a confié le Togo à la France et à la Grande-Bretagne pour les amener à l'autonomie. Donc s'il y a une dette à payer, c'est la SDN. Mais néanmoins, la France est retournée vers l'Olympio pour dire, ben, vous allez nous payer, nous avons construit des rails, nous avons construit des infrastructures. Alors que ces infrastructures, quand vous les analysez, c'est des infrastructures qui sont pour l'exploitation du pays. Le rail d'Anéro vers le Waf ou de Palimé vers Lomé ou encore de Blita, tous ces rails-là, c'est pour sortir le café, le cacao et le copra vers le Waf. Donc, c'est pas des rails qui nous permettent nous-mêmes de nous déplacer au Togo. Vous voyez? Alors, néanmoins, on nous demande de payer. Alors, Olympio a payé. Et donc, à partir de là, le franc CFA, qui est un instrument de domination économique des colonies, pour, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour que les ressources, la France les prenne à 0 francs, mais Olympio n'était pas d'accord avec ça. J'ai payé ma dette. Nous ne sommes pas une colonie française. L'ONU nous a permis de faire le référendum. Les Togolais ont choisi l'indépendance. Pourquoi je devais signer ces accords léonais? Donc Olympio a refusé la signature des accords. Olympio est allé à préparer la monnaie togolaise basée sur les devises, la livre sterling et le Dutch mark. Et donc c'est d'ailleurs sorti dans le journal togolais le 12 décembre 1962. Ça a été publié. C'est ça. Effectivement, la loi qui instituait la banque centrale togolaise et donc l'émission de la monnaie togolaise. Exactement. Effectivement. Donc, un mois plus tard, le 13, il devait aller à Paris et signer la rupture avec la monnaie coloniale, puis il a été tué le 13. Donc, il y a la question de la monnaie et quand il a été tué, Kruniski a signé 2 jours plus tard, n'est-ce pas, l'accord financier avec la France pour adopter le franc CFA. Ensuite, il y a les autres questions, les ressources, la langue, le français devait être une langue officielle et toutes sortes de choses. Donc, alors, l'assassinat d'Olympio a permis à la France de ramener ceux qui étaient des pro-français, donc Bruniski et Meati. Mais en même temps, la France avait peur que le bras politique ne pouvait pas contrecarrer la réorganisation des nationalistes malgré que leur leader Olympio a été tué. Donc le CUT se réorganisait pour reprendre le pouvoir par les élections. Donc quand la France a vu ça, elle a préféré avancer le bras militaire qui est donc les Yadema et les Dadjo. Et depuis, un régime de terreur de 38 ans s'est imposé au peuple suivi
de 20 ans de son fils et maintenant nous rentrons dans une forme de tyrannie monarchique. D'accord. Mais qui nous conduit aujourd'hui. Donc c'est pourquoi le Togo est au cœur de la France-Afrique. Et c'est le prototype. Et si on déconstruit le Togo, c'est-à-dire là, l'architecture de la France-Afrique peut vraiment être mise à mal, d'une certaine manière. Alors, je vous remercie pour... Mais s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien quand même que vous nous renseigniez sur un élément, c'est de savoir quelle était réellement la nature des relations entre l'Allemagne et la France dans ce contexte-là, aussi bien depuis, on va dire, depuis le vote de 58 et jusqu'en 1960, et après la proclamation de l'indépendance du Togo jusqu'en 63, les rapports de force, ou je sais pas, quelles étaient les tensions à l'époque entre la France et l'Allemagne. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que on s'est rendu compte que 10 jours après, c'est-à-dire le 21 janvier 1963, c'est-à-dire 10 jours après l'assassinat de Sylvanus Olympio, il y a eu un accord de coopération qui a été signé entre De Gaulle et Adenauer, qui reprenait donc la coopération entre la France et l'Allemagne. Après ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont appelé une rivalité séculaire entre les deux nations. Donc, quelle était la nature de ces relations avant l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui semble avoir ouvert la porte à une meilleure coopération entre les deux pays? Il faut quand même, c'est une très très bonne question, hein. Il faut dire que l'Allemagne qui a signé le protectorat, que certains historiens mettent aussi en cause aujourd'hui, apparemment ce protectorat n'a jamais été signé et que le roi Mappa ne vivait pas en ce moment-là. Il était déjà mort. Bon, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que l'Allemagne a établi son protectorat sur le Togo et on sait qu'en 1884, à la conférence de Berlin, cette conférence qui a été convoquée pour discuter de la balkanisation de l'Afrique essentiellement autour du Congo, il y avait, je crois que c'est l'article, si je ne me trompe pas, 4 ou 3, qui interdisait que les Occidentaux se battent en Afrique. Ils doivent trouver des accords entre eux et qu'ils ne doivent pas faire la guerre en termes d'influence ou de partage des terres ou des colonies africaines. Mais quand la Première Guerre mondiale a commencé, à déclencher, l'Allemagne ne voulait pas, a fait valoir cet article pour que ils ne rentrent pas en guerre entre Français qui étaient au Dahomey et les Anglais qui étaient en Gold Coast. Alors, les Français et les Anglais ont refusé parce que apparemment à Kamina, il y avait un centre de communication qui permettait à l'Allemagne de rejoindre directement ses navires de guerre sur l'Atlantique et dans le Pacifique, et en même temps pour communiquer avec la Namibie, l'autre colonie. Donc, ils ont estimé qu'il faut détruire ce centre de communication, effectivement, qui était très en avance sur son temps et qui a caminé à Tapamé. Alors, c'est ce qui a justifié un peu le fait qu'ils n'ont pas accepté de respecter cette clause-là. Ils ont attaqué. Et effectivement, bon, les Allemands n'avaient pas beaucoup de troupes au Togo et ils ont été battus. Alors, la partie occupée par la France est devenue donc le Togo d'aujourd'hui, donc ce butin de guerre. Et l'autre partie, vous le savez, est le Togo britannique. L'armistice de la Première Guerre mondiale, étant donné que ces colonies allemandes ne peuvent pas être partagées, c'est revenu à la SDN qui les a confiées à ces deux, à la Grande-Bretagne et à la France, de les amener à l'autonomie. Donc le statut du Togo était particulier. Mais
vous voyez, l'Allemagne regrettait quand même, c'était son colonie. Donc, tout ce qu'il a perdu, parmi lesquels les colonies africaines, les Allemands ont gardé quand même un certain lien affectif avec cette colonie. Et quand les nationalistes ont repris le combat pour que le Togo soit annexé au Bénin, parce que c'est ce que voulait faire la France, les Allemands soutenaient les nationalistes togolais. La même chose, les Anglais c'était pas l'objectif, mais ils ont fraudé d'une certaine manière en faisant ce référendum pour attacher ce qu'ils ont occupé, le Togo britannique, au Ghana. Donc l'Allemagne n'était pas d'accord d'une certaine manière. Mais quand le CUT a réussi à avoir l'indépendance, les Olympiaux venant d'un milieu économique, qui avait fait London School, Economic School et tout ça, avait une certaine vision. C'est le seul leader qui venait du monde des affaires. Donc, il avait le sens de la gestion de l'État. Donc, quand il voulait alors, il a fait 2 projets importants avec les Allemands. Le premier, c'était le port autonome de Lomé, qui est resté le seul port en eau profonde jusqu'à ce jour. Les Français ne voulaient pas, ils voulaient plutôt qu'on construise un port à Cotonou et ne voyaient pas d'un bon œil qu'on construise un port au Togo. Alors les Allemands ont signé, le projet allait commencer quand il a été assassiné. Donc les Allemands étaient très remontés et ne voulaient plus continuer le projet. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des négociations entre la France et l'Allemagne, parce que les plans étaient là, tout était déjà là. Et donc, alors, cet accord dont tu fais cas, en réalité, a permis aussi de continuer la construction du port autonome de Lomé. Non, sérieusement. Ouais. Sinon, le port, les Allemands avaient refusé. Je peux vous envoyer. Les Allemands avaient refusé de continuer la construction. Mais les Français ont vu que bon, ce port-là, ils peuvent toujours en profiter puisque de toute façon, les Olympiaux étaient déjà morts. Donc, ils ont anticipé sur les choses et la construction du port a été réalisée. Et c'est eux, finalement, les Français, qui ont tiré le plus gros profit de ça. Alors, est-ce que les Allemands ont gardé un lien affectif? Oui, parce que c'est une question d'influence. Chacun veut avoir sa zone d'influence. Sa zone d'influence. Et il y a cette rivalité. C'est comme si tu avais, bon, si je peux parler un peu vulgairement, tu avais une copine. Et puis, bon, par la suite, moi, je t'ai pris ta copine. Quelque part, il y a un truc de revanche de point de vue influent des États. Alors, pourquoi l'Allemagne n'a pas beaucoup fait pour le changement au Togo? La question se pose. Mais après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les sanctions qui ont été imposées à l'Allemagne, et d'ailleurs qui durent jusqu'à ce jour en termes de présence militaire des Américains, par exemple, en Allemagne, où l'Allemagne ne participe plus en tant qu'armée à des différentes opérations en dehors de l'Allemagne, il y a un certain nombre de clauses qui fait que l'Allemagne s'est un peu débarrassée de tout ce qui est colonie ou qui est un peu influence extérieure. Donc ça a beaucoup joué, mais néanmoins sur le plan culturel, l'Institut Goethe a beaucoup fait pour la formation des Togolais. L'Institut Goethe aussi, il y a beaucoup de Togolais qui sont allemands. Quand les violences successives ont commencé, l'Allemagne a reçu beaucoup de réfugiés togolais. Et d'ailleurs, vous rappelez que le massacre de Fleury-Jardin, il y avait un Allemand et puis un Français, les ministres des Affaires étrangères qui étaient venus là pour la crise avant que les Togolais ne soient massacrés. Et effectivement, et je pense que le diplomate français, il avait assisté quand même à pas mal de massacres d'ailleurs. Exactement. Donc, bon, alors, entre-temps,